Donc, on est toujours dans les distinctions qui sont importantes à faire ou les confusions qu'il faut éviter pour bien faire de la philosophie éthique et politique. Et la nouvelle distinction que je voulais faire avec vous, c'était entre égoïsme et universalisme. Euh, Très souvent, des dilemmes éthiques, vous en avez probablement vu au primaire puis au secondaire, puis dans d'autres cours de philosophie, où le classique qu'on vous donne, c'est tu te promènes sur la rue, tu trouves un portefeuille par terre, il y a de l'argent dedans. Le rends-tu à son propriétaire? Et si oui, gardes-tu l'argent avant? Euh, ou ce type de dilemme-là, qui, dans le fond, sont pas tant des dilemmes éthiques, dans la mesure où souvent, on n'a pas une alternative entre deux options qui ont une valeur éthique. Souvent, on a une alternative entre une option qui a une valeur éthique et une option qui a une valeur égoïste. Par exemple, est-ce que je dois rendre le portefeuille ou pas? Ben, si tu rends le portefeuille, il y a des raisons éthiques de dire que ce n'est que justice, tu le rends à son propriétaire, tu fais preuve d'honnêteté, tu fais preuve de charité, de solidarité, etc. Alors que si tu gardes le portefeuille, ben, il n'y a pas de raison morale de faire ça, à part d'aider toi, ta petite personne. Mais ça, c'est de l'égoïsme. Par contre, si tu dis, par exemple, je trouve un portefeuille par terre, c'est le portefeuille d'un multimillionnaire qui manifestement n'a pas besoin de cet argent. Dans le portefeuille, il y a 300 $ et il y a dans la rue un itinérant qui a besoin de nourriture et de couverture. Je pourrais prendre les 300 $, les donner à l'itinérant pour qu'il s'achète de la bouffe et ramener le portefeuille au millionnaire en disant l'argent n'était pas dedans, je suis désolé, monsieur. Tu pourrais faire ça. Et là, il y aurait des raisons éthiques de faire les deux choix. Et c'est là que ça devient intéressant euh, d'un point de vue philosophique. Donc, dans le cadre de ce cours de philosophie éthique et politique, je ne vous poserai pas de dilemme dont la réponse est facile. Je ne vous poserai pas de questions du genre, par exemple, je sais pas moi, euh, euh, tu pourrais mentir à ton prof et tricher à ton examen pour passer ton examen sans avoir à travailler, le fais-tu? Mais non, ça, c'est pas un dilemme éthique. C'est un dilemme entre être honnête ou être malhonnête. Euh, donc, les situations que je vais vous présenter, ce sont des situations dans lesquelles il y a des raisons de faire A et il y a aussi des raisons de faire B. Et dans les deux cas, il y a des raisons éthiquement défendables, éthiquement justifiables. Et c'est ça qui rend la question difficile. Euh, voilà, fait que c'est ça. Euh, donc ça, c'était une distinction que je voulais faire. Une autre distinction que je vais faire aussi, c'est entre ce qu'on appelle le relativisme et le pluralisme. Euh, on l'a vu plus tôt, le relativisme, et ça c'est probablement un concept que vous avez vu dans vos autres cours de philosophie. Le relativisme, c'est une attitude qui est très répandue, surtout chez les étudiants de cégep, et qui sert généralement à éviter de réfléchir et à éviter de faire de la philosophie. Le relativisme, c'est l'attitude qui consiste à dire toutes les opinions sont également bonnes. Tout n'est qu'une question d'opinion et il n'y a pas de réponse meilleure que d'autres. Donc là, par exemple, si je vous dis, je sais pas moi, si j'essaye de vous présenter un dilemme éthique du genre, euh, ta mère essaye de se mettre à la musique et elle joue très mal et elle te demande ce que tu en penses. D'un côté, si tu étais honnête et si tu voulais vraiment servir l'art, tu lui dirais maman, ce n'est pas très bon ce que tu chantes. Mais en même temps, tu veux y faire plaisir. Si tu lui mentais, ça ferait de mal à personne, puis elle serait contente. Donc, tu as aussi des raisons éthiquement défendables de mentir à ta mère et lui dire tu chantes merveilleusement bien, maman.
Là, c'est sûr que la question est embêtante. Et ce serait tellement facile pour un étudiant de faire comme ah, ben là, vu que c'est une question morale, ça dépend de l'opinion de chaque personne. Il y a des gens qui vont y mentir, des gens qui n'y mentiront pas. Puis toutes ces réponses-là sont également bonnes. Puis bon, pour une question un peu triviale, comme mentir à sa mère ou pas sur euh, le champ, c'est tel que tel. Mais quand on aborde des questions peut-être plus touchées, des questions qui vont toucher par exemple je parlais de battre des enfants l'autre fois, ou toutes les questions de consentement sexuel, ou des questions qui touchent la pollution, par exemple. Si je vous dis, il y a une compagnie minière dans le village qui fait vivre 3000 familles dans le village, mais qui cache des données pour pouvoir continuer à être en activité, même si son activité est plus polluante que ce qu'elle déclare officiellement. Si on dénonce, ben, on vient de mettre 3000 familles à la rue. Si on dénonce pas, ben, on risque de continuer de polluer l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-tu vraiment me répondre simplement bon, ça dépend de l'opinion de chaque personne. Hein? C'est une question de valeur. Fait que toutes les réponses sont aussi bonnes les unes que les autres. J'espère que non. J'espère que tu vas prendre le temps de te pencher sur cette question-là comme faut. Donc voilà. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on vit dans une société qui est pluraliste. Qu'est-ce que veut dire une société pluraliste? Ok, excusez-moi, je vais revenir sur le relativisme. Tu sais, si je vous dis par exemple, on est dans une société où est-ce qu'on pratique le sacrifice rituel d'enfants, euh, un relativiste dirait ah ben le bien, le mal, ça dépend de l'opinion de chaque personne ou de chaque société. C'est sûr que chez nous, au Québec, en 2021, sacrifier un enfant au Dieu Soleil, c'est perçu comme étant mal, mais il y a d'autres sociétés ou d'autres époques où est-ce que c'est perçu comme étant bien, puis il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est une question d'opinion. J'espère que tu ne me répondras pas ça, parce que non seulement c'est une manière facile et large d'éviter de répondre à la question, mais aussi si tu penses que tuer des enfants, ça peut être bon dans certaines circonstances, dépendamment de la culture, ben tu m'inquiètes au plan moral. Donc ça, ce serait du relativisme. Le pluralisme, c'est autre chose. Le pluralisme consiste à dire, nous pouvons avoir différentes valeurs, nous pouvons faire différents choix de vie et bien coexister quand même. Et pour illustrer cette idée-là, je trouve que cette image est particulièrement parlante. L'image donc où est-ce qu'on voit les deux joueuses de volleyball qui jouent ensemble. Une qui est représentante de l'équipe d'Égypte, où est-ce que les femmes, en grande majorité pour des raisons religieuses, préfèrent avoir une certaine pudeur et se couvrir le corps lorsqu'elles font du sport. Et l'autre joueuse de l'équipe allemande, que elles sont comme ben non, là, on veut être à l'aise quand on joue, puis s'il y a des gens qui veulent nous érotiser ou nous sexualiser, tant pis pour eux autres, j'ai pas à avoir honte de mon corps. Les deux ont fait un choix moral. Les deux ont eu une réflexion éthique avant de choisir de s'habiller de telle ou telle manière. Et probablement que si on demandait à la joueuse égyptienne, elle dirait non, en effet, je crois que les joueuses allemandes ne devraient pas s'habiller comme ça parce que elles excitent les hommes et ce faisant, on n'est pas, on est là pour faire du sport, on n'est pas là pour montrer son corps et c'est un manque de respect, de décence, etc. Je sais pas, je suis pas une joueuse de volleyball égyptienne, mais je me dis ça pourrait être ça qu'elle dirait. Alors que la joueuse allemande pourrait dire quelque chose du genre ces femmes-là sont soumises à des dictats religieux qui les empêchent d'être à l'aise avec leur propre corps, voire avec leur propre sexualité, et c'est bien dommage. Donc, dans les deux cas, elles peuvent juger moralement que leur choix de vie est meilleur que l'autre. Ce qui ne les empêche pas de jouer au volleyball ensemble. Ce qui ne les empêche pas de coexister au sein d'une même société. Et ça, c'est une société qui est pluraliste. C'est une société, donc, dans laquelle il peut y avoir plusieurs manières différentes de vivre, il peut y avoir différentes manières de penser, et les gens qui ont ces différentes façons de vivre et de penser-là peuvent quand même coexister les uns avec les autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes ces manières-là de vivre et de penser sont aussi bonnes les unes que les autres.
personnellement, j'accepte de vivre dans la même société que des complotistes qui pensent que la COVID n'existe pas ou que je sais pas moi, des religieux pratiquants qui ne veulent pas faire l'amour avant le mariage et qui pensent que l'homosexualité est un péché, ou je sais pas moi, des gens qui n'accordent pas d'importance à leur santé et qui passent 10 heures par jour devant la télévision à manger de la pâte à biscuits pas cuite. Euh, je n'ai pas de problème à vivre dans la même société que ces gens-là. Puis ils ont le droit de vivre comme ça et ils ont le droit de défendre leurs idées sur la place publique. Ça ne veut pas dire que leurs idées et leurs choix de vie, je les considère aussi bons que les miens. Puis ça, c'est important de comprendre. Dans le cadre de ce cours-ci, nous allons avoir une approche pluraliste. Vous avez le droit d'avoir des idées différentes les unes des autres. Vous avez le droit de faire valoir vos idées. Vous avez le droit de penser différemment du prof et de penser différemment de vos camarades. Ça me va. Une approche pluraliste. Ça ne veut pas dire que toutes ces approches-là sont bonnes. Ça ne veut pas dire que toutes les idées sont bonnes. Ça ne veut pas dire que toutes les valeurs sont également valables d'un point de vue éthique. Ça, ce serait du relativisme. Et non seulement c'est de la paresse intellectuelle, le relativisme, mais en plus, ça peut mener à des atrocités. Donc, bien important de distinguer le relativisme et le pluralisme. Également, chose importante, comprendre la différence entre une valeur instrumentale et une valeur fondamentale. Il y a un paquet de choses dans la vie qui ont des valeurs instrumentales. Pourquoi est-ce que je veux avoir un téléphone cellulaire? Parce que ça me permet de rester en contact avec les gens que j'aime. Pourquoi est-ce que je veux avoir un livre? Parce qu'il contient de la connaissance que je trouve intéressante. Pourquoi est-ce que je veux avoir une maison? Ben parce qu'elle me permet d'être au chaud. Elle me permet de me protéger contre les intempéries. Et il me semble que c'est déjà suffisant. Hein? Mon cellulaire, mon livre, ma maison, ce sont des moyens, ce sont des instruments qui me permettent d'arriver à mes fins. Excusez-moi. Cependant, quand je vous disais mon cellulaire me permet de rester en contact avec les gens que j'aime, là, on pourrait me demander, ben les gens que t'aimes, qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie? Là, je veux dire, ben ils m'apportent des choses, c'est clair, mais ma blonde, mon père, mon meilleur ami, ma sœur, c'est pas des instruments. Ça peut arriver que ma blonde me fasse à souper. Ça peut arriver que mon père m'aide à monter un meuble. Ça peut arriver que mon frère m'aide à déménager. Et dans ce cas-là, j'ai une relation instrumentale avec eux. Mais ils ont aussi une valeur fondamentale. Ces gens-là, je les aime parce que je trouve que c'est des bonnes personnes qui ont de la valeur en soi. Ce livre-là, qui contient un paquet de connaissances, ça se peut que je lui accorde une valeur instrumentale. Je veux dire, ces connaissances-là vont me permettre de passer mes cours et d'avoir enfin mon deck. Mais ça se peut aussi que je considère que, hey, ce que j'apprends là-dedans, ça a de la valeur en soi. C'est important, c'est intéressant de savoir ça. Voilà. De la même manière, par exemple, comme je disais, la maison a une valeur instrumentale. Par contre, le confort, ça, c'est une valeur qui est fondamentale. Et un des problèmes qu'on a souvent dans la vie, c'est de confondre valeur instrumentale et valeur fondamentale. Par exemple, admettons que je viens d'arriver à Rimouski puis je me dis que j'aimerais ça me mettre en forme puis rencontrer des gens. Je me dis, ben tiens, je pourrais m'inscrire à des cours de natation. Tiens. Puis là, je m'inscris à des cours de natation. Puis je rencontre du monde, puis je me fais un cercle social, puis je me mets en forme, puis je deviens meilleur en natation. Puis à un moment donné, je me mets à faire de la compétition, puis je rencontre d'autres gens en compétition, puis là, je deviens plus compétitif. Puis là, je me mets à dire à un tel « Ah, je suis meilleur que toi ». Puis là, il y a quelqu'un qui me propose des stéroïdes pour continuer à faire de la compétition. Puis là, je prends des stéroïdes. Puis là, je surmène mon cœur. Puis là, mes testicules ne produisent plus ce qu'ils doivent produire. Puis là, je deviens de plus en plus compétitif
Et à force de tricher, les amis que je m'étais fait en faisant de la natation, ça devient des adversaires et je n'ai plus de relations humaines saines avec ces gens-là et je me scrape la santé. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Au départ, j'avais un instrument qui était faire de la natation, qui était supposé m'aider à parvenir à mes fins, me faire des amis et être en mode santé. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scrappé ma santé et mes relations sociales pour être meilleur en natation. Donc, j'ai confondu ce qui était instrumental et ce qui était fondamental. Et ça, c'est le genre de problème qui arrive très souvent en éthique. On se rend compte qu'on se met à valoriser davantage, par exemple, que ça devient plus important pour nous d'avoir de l'argent que d'avoir une bonne qualité de vie. Or, l'argent est supposé nous permettre d'avoir une bonne qualité de vie. On se rend compte que ça devient plus important pour nous de bien paraître en société que d'être une bonne personne auprès des gens qu'on aime. Alors que notre réputation est censée nous aider à avoir de bons rapports avec les autres. Donc c'est ça. Donc c'est important dans la vie, quand tu fais de la philosophie éthique, de réfléchir sur qu'est-ce qui est un instrument, qu'est-ce qui est un moyen et qu'est-ce qui est une fin. Fait que ça, c'est le genre de terminologie qu'on va utiliser dans le cadre du cours quand on va discuter de tel ou tel enjeu éthique ou de tel ou tel enjeu politique. Ça se peut qu'en est que je vous demande, ouais, mais ça, c'est une fin ou c'est un moyen? Ou ça a une valeur instrumentale ou une valeur fondamentale? Donc, rappelez-vous, c'est ça. Ah oui! Et c'est là aussi que je vais vous poser, il y a une distinction à faire entre les questions techniques et les questions éthiques. Parce que je vous l'ai dit plus tôt, en éthique, on se demande, c'est des questions normatives sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Comment devrions-nous vivre? Comment devrions-nous agir? Quels sont les choix qu'on devrait faire? Or, il y a des questions qui portent sur le devoir, qui ne sont pas des questions éthiques. Par exemple, si je vous disais, si je voulais tuer quelqu'un et me débarrasser du corps sans me faire pogner, qu'est-ce que je devrais faire? Bien là, mon ami Dexter, ici présent, pourrait me dire, tu devrais commencer par l'endormir avec tel poison. Ensuite, tu devrais trouver un endroit secret. Ensuite, tu devrais étendre du papier plastique, du plastique partout. Ensuite, tu devrais le découper. Et finalement, tu devrais le jeter dans le fleuve. Là, il est en train de m'expliquer quelle est la démarche technique pour tuer quelqu'un et cacher un corps. Merci, Dexter. Mais là, il n'est pas en tout en train de répondre à une question éthique. La question éthique, c'est devrait-on ou pas tuer quelqu'un? Excellente série d'ailleurs, Dexter, si vous vous intéressez aux questions éthiques, justement. Donc voilà. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que, bon, évidemment, au cégep, on enseigne à des programmes techniques. J'ai déjà donné ce cours-là, par exemple, aux techniques de l'administration. Et là, ce qui est intéressant avec les techniques de l'administration, par exemple, c'est que, avec les capacités techniques que ces gens-là développent, ils peuvent autant gérer un foyer pour personnes âgées qu'une usine d'armement. Ils peuvent autant aider à produire des légumes que de la drogue, par exemple. Ou de la même manière, si j'enseignais aux techniques physiques, donc des étudiants en architecture, en électronique ou en mécanique du bâtiment, par exemple, ces gens-là pourraient autant aider à construire des hôpitaux et des écoles que des prisons, des salles de torture ou des chaises électriques, par exemple. Donc, leur savoir technique leur permet de faire autant le bien que le mal. Et tu peux très bien, par exemple, être un comptable, aider tes clients à cacher leur argent dans les paradis fiscaux et être un très bon comptable, même si ce que tu fais, c'est mal. Tu peux très bien être, comme je vous disais, donc un électricien ou un ingénieur électronique et aider à fabriquer des outils de torture et être un très bon électricien pour autant, même si ce que tu fais sert à faire le mal. Or, moi, ce qui me fascine avec vos domaines d'études, les techniques humaines,
c'est que si tu utilises tes connaissances légales, par exemple, que tu as en tant que policier pour cacher des preuves ou pour terroriser des populations marginalisées, ben, tu es un mauvais policier. Si tu utilises tes connaissances en psychologie ou en sociologie pour encourager les jeunes vers la délinquance ou vers la consommation de drogue ou la prostitution, ben là, tu es un mauvais travailleur social ou une mauvaise éducatrice spécialisée. Donc, ce que je trouve intéressant dans la formation que vous avez, c'est que dans votre description de tâche, il y a déjà un volet éthique. Je vais dire ça comme ça. Si vous êtes un bon policier et ou un bon éducateur spécialisé ou une bonne travailleuse sociale, normalement, vous devriez faire le bien. Vous devriez être des bonnes personnes. C'est supposé. Même chose dans les domaines de la santé, par exemple. Un bon infirmier ou une bonne nutritionniste, s'ils font bien leur job, normalement, le résultat devrait être quelque chose d'éthiquement bon. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines techniques, comme ceux que j'ai nommés, par exemple l'administration ou les techniques physiques. Fait que c'est ça. Ça, c'est le genre de questions, encore une fois, qu'on va se poser. Et c'est ça, des terminologies, donc, qu'il faut qu'on comprenne. Donc voilà, avoir un certain savoir technique sur comment faire X, qu'est-ce que je devrais faire pour faire X, c'est pas ça peut mener autant à quelque chose de bien qu'à quelque chose de mal. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre une réflexion technique, qu'est-ce que je devrais faire pour cacher un corps, et une réflexion éthique, est-ce que je devrais cacher un corps. Voilà. Autre distinction intéressante, c'est la distinction, dans le fond, entre ce qui relève de l'éthique et ce qui relève de la politique. On l'a vu donc depuis le début, le cours s'appelle Philosophie, éthique et politique. Et dans les deux cas, on se demande qu'est-ce qu'on devrait faire. Et pour bien comprendre ça, j'ai décidé de prendre deux téléséries que vous connaissez peut-être. J'ai parlé de Dexter tout à l'heure, on va parler de Breaking Bad. Au cas où vous ne connaîtriez pas la série Breaking Bad, c'est l'histoire, ça se passe dans le sud des États-Unis. C'est l'histoire d'un prof de secondaire qui n'a pas une crise de scène parce que c'est un prof de secondaire et qui tombe malade, il a atteint un cancer. Et il n'a pas d'argent pour se payer des traitements et encore moins pour faire vivre sa famille pendant qu'il a le cancer. Donc, il décide de faire de la drogue. Je pense que c'est du crystal meth qu'il produit. Et cette série-là soulève un paquet d'enjeux éthiques, dans le fond. Tu le vois au début, le gars, c'est un bon gars, c'est un prof de secondaire, il fait sa job, c'est un bon père de famille, il essaye de mener une bonne vie, tout ça. Puis là, il se ramasse devant un dilemme éthique de bon, ben, si j'ai pas d'argent pour mon cancer, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais vendre de la drogue une fois. Puis là, il met le doigt dans l'engrenage, puis il se met à faire un paquet de choix éthiques qui le mènent de plus en plus vers la criminalité. Puis bon, je vous vends pas de punch. Il y a une blague que j'ai beaucoup aimée, il y a quelqu'un qui disait ouais, on a voulu faire une version canadienne de Breaking Bad. Ça dure un seul épisode. C'est l'histoire d'un prof de secondaire qui apprend qu'il a le cancer, il s'en va à l'hôpital, puis il se fait soigner parce que au Canada, on a une couverture de soins médicaux universels payée par l'État. Donc, ce qui est intéressant dans Breaking Bad, dans le fond, c'est que on se concentre beaucoup sur les choix de l'individu. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il devrait faire dans cette situation-là? Mais on ne se questionne pas sur c'est quoi le contexte social, politique et économique qui l'ont mené à devoir faire ces choix-là. Alors que la bonne question à se poser, dans le fond, c'est pas est-ce qu'un prof devrait faire du crystal meth pour payer ses soins de santé s'il a le cancer? La question, c'est plus est-ce qu'on n'aurait pas un devoir en tant que société de faire en sorte qu'un prof de secondaire qui a le cancer puisse avoir des soins? Donc là, on déplace le questionnement du simple individu vers la société. Voilà. Une autre télésérie que j'aime bien dans un style différent, c'est La Servante écarlate. Donc, il se passe dans un univers, dans une époque semblable à la nôtre, mais où il y a une dictature religieuse ultra-conservatrice qui prend le pouvoir aux États-Unis et qui force les femmes
la plupart des femmes sont devenues stériles, les quelques femmes qui ne le sont pas euh, sont forcées donc de produire le plus de bébés possible. Et c'est une télésérie, évidemment, on suit un personnage principal et on se demande qu'est-ce qu'elle devrait faire dans telle situation et on se pose des questions éthiques de qu'est-ce qu'elle devrait faire, mais il y a aussi tout un questionnement global sur c'est quoi les enjeux environnementaux, les enjeux de santé, les enjeux sociaux, les enjeux économiques qui ont mené la société vers ce type de questionnement-là. Et c'est le genre donc de questions que je vais vraiment insister pour qu'on aborde dans le fond, dans le cadre de ce cours-ci, parce que j'ai l'impression que c'est très facile, en fait, d'un point de vue externe, de dire, par exemple, ceux qui étudient en éducation spécialisée, par exemple, de se dire, tel élève, il y a des difficultés d'apprentissage, un autre, il y a des troubles d'angoisse, un autre, il y a des problèmes de toxicomanie. OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? C'est une très bonne question à se poser, mais il y a aussi la question qu'on peut se poser qui est, qu'est-ce qui nous arrive en tant que société pour qu'on ait de plus en plus de jeunes qui vivent de l'angoisse? Est-ce que c'est parce qu'on les couvre trop ou au contraire parce qu'on leur met trop de pression? Donc, au lieu de juste se demander qu'est-ce que je peux faire pour aider ce jeune-là, se demander il est où le problème social plus global, par exemple. Même chose en technique policière. Au lieu de se demander juste tel individu, est-ce que je l'arrête, est-ce que je ne l'arrête pas? Oui, en parenthèse, je viens de la région de Montréal, je dis arrête. Bon, fin de la parenthèse. Tel individu, par exemple, tel itinérant, je le pogne à être à l'extérieur après le couvre-feu. Est-ce que je l'arrête, est-ce que je l'arrête pas? Gna, gna, gna. Bon, c'est sûr que c'est une question éthique importante à se poser, mais la question est surtout politique. Qu'est-ce qu'on a fait en tant que société pour qu'il y ait des gens qui se ramassent à devoir dormir dehors alors qu'il y a un couvre-feu? Donc, les questions éthiques, individuelles, personnelles sont pertinentes, mais elles doivent être placées dans un contexte social plus global. Et personnellement, je trouve qu'on vit dans une société très individualiste où on a tendance à toujours recentrer les questions sur le dos des individus et à pas vraiment vouloir voir les problèmes sous l'angle plus global, plus social. Je sais que dans le cadre de vos techniques, vous avez des cours de psychologie, évidemment, mais aussi de sociologie, donc que vous abordez les questions sous un angle plus personnel, mais aussi sous un angle plus social. J'en suis très heureux. Ça arrive souvent que j'ai des collègues qui donnent le cours éthique et politique et qui se concentrent essentiellement sur des enjeux éthiques. Ce n'est pas des mauvais cours pour autant. Le cours que je vais vous donner, je vous préviens tout de suite, ça va être un cours qui va s'intéresser beaucoup aux enjeux politiques parce que je trouve que c'est très important de les aborder.